Mes parents ont ignoré ma remise de diplôme. Mais quand ils ont vu ma Porsche 911 à 215 000 € sur Instagram, maman a appelé, il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Je m'y suis présenté avec une surprise. Je m'appelle Juliette Cartier et voici une histoire qui pourrait vous sembler bien trop familière. L'histoire d'une fille qui a toujours vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, mes parents ne sont pas venus. Ils se sont envolés pour la Côte d'Azur pour voir mon jeune frère jouer au rugby. Je me tenais sur cette estrade, regardant 3 sièges vides, me murmurant qu'un jour, il finirait par me voir. Et des années plus tard, quand j'ai posté une photo de ma Porsche 911 flambant neuve à 215 000 € sur Instagram, le téléphone a sonné. La voix de ma mère est sortie du haut-parleur, douce et prudente. « Juliette, ma chérie, il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. » Mais ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas une discussion. Je suis né et j'ai grandi à Orléans, une petite ville du Loiret où les gens vous reconnaissent au son de votre voix. Les Cartier, c'est ma famille, était ce que l'on pourrait appeler le portrait type de la classe moyenne française. Mon père, David Cartier, était ingénieur civil et travaillait pour la même entreprise depuis plus de 20 ans. Ma mère, Joëlle, était comptable pour le rectorat local, une femme qui se souciait profondément de la perception que les autres avaient de notre famille. Ils avaient 2 enfants, moi, Juliette, l'aîné, et Romain, mon petit frère de 2 ans mon cadet. Dès sa naissance, il a été la fierté de la famille Cartier. Je revois encore ces matins de week-end. Papa conduisait son vieux pick-up Renault, Romain sur le siège passager, son maillot de rugby blanc flottant dans la brise. Pendant ce temps, je restais à la maison pour passer la serpillière avec maman où j'étais assise sur le porche à faire mes devoirs de sciences. Maman disait aux voisins, Romain a un vrai talent de sportif. Il obtiendra une bourse, c'est sûr. Puis elle se tournait vers moi avec ce léger sourire et disait, toi, contente-toi de travailler dur, d'accord? N'en fais pas trop. Quand j'avais 12 ans, j'ai remporté la première place au concours scientifique régional, un petit projet d'énergie solaire que j'avais construit moi-même dans notre garage. Le prix n'était pas grand-chose, mais pour moi, il signifiait tout. J'imaginais mes parents arrivant à la cérémonie de remise des prix, applaudissant fièrement en disant « Tu as très bien réussi, Juliette ». Mais ce jour-là, ils étaient au match de rugby de Romain. Tout ce que j'ai eu, c'est un court texto. Bravo, ma puce. J'ai vu la photo. Quelques jours plus tard, maman a publié en ligne pour célébrer le premier essai de Romain, ajoutant des dizaines d'émojis. Sa publication à mon sujet n'avait qu'un seul cœur. À chaque réunion de famille, les conversations tournaient toujours autour de Romain. Les proches demandaient, alors, à quelle université Romain pense-t-il? Et mon père s'illuminait, se lançant dans des récits sur ses stages et ses tournois. Chaque fois que j'essayais de mentionner que je venais d'obtenir une note parfaite en maths, mes mots étaient noyés par les rires ou quelqu'un qui changeait de sujet. J'ai appris à me taire. J'ai appris à sourire même quand j'étais invisible. Ma mère me disait souvent, de ce ton doux mais ferme qui était le sien, ne mets pas les gens mal à l'aise juste parce que tu es trop ambitieuse. Une fille doit savoir rester à sa place. Être intelligente ne veut pas dire que les gens t'aimeront. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'elle voulait dire à l'époque, seulement qu'à chaque fois qu'elle le disait, quelque chose en moi s'effondrait, comme une pierre pesant sur ma poitrine. J'étais bonne à l'école. Vraiment bonne. J'étais l'une des 5 seuls étudiants à recevoir une bourse complète pour l'université d'Orléans. Quand j'ai ramené la lettre d'admission à la maison, mon père a simplement dit « Bien. Au moins, tu ne coûteras pas d'argent à la famille. » Et il a immédiatement ajouté « Peux-tu aider Romain en maths? Il a besoin de meilleures notes pour rester dans l'équipe. » Je suis resté là, tenant la lettre, mes mains tremblant légèrement. J'ai forcé un sourire pour qu'il ne voie pas comment mon cœur venait de se briser. Ma mère m'a regardé et a ajouté comme un rappel familier, « Ne stresse pas trop, Juliette. Il ne suffit pas d'être intelligente. Les gens doivent aussi t'apprécier. » J'ai juste hoché la tête. Oui, maman. Je sais. Cet été-là, Romain a eu 16 ans. Mes parents lui ont organisé une immense fête d'anniversaire dans le jardin avec des ballons, un barbecue et une Peugeot 208 argentée flambant neuve. Je me souviens être resté dans le salon, regardant par la fenêtre tout le monde applaudir. Romain sautait de joie pendant que papa lui tendait les clés. Dans ma main, je tenais toujours ma lettre d'admission à l'université d'Orléans. Personne ne m'avait demandé ce que je voulais.
Personne ne se souvenait même que j'étais là. J'ai plié la lettre avec soin, l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau et me suis murmuré, peut-être qu'un jour, ils me verront. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu. Seulement la version de moi qui correspondait à leur histoire. Je suis arrivé à Orléans par un matin brumeux d'août. L'université était plus calme et plus grande que je ne l'avais imaginé. Des bâtiments en briques rouges encadrés par des rangées de grands érables. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Mais cette liberté s'accompagnait d'une douleur que je ne pouvais ignorer. L'argent. Mon père avait été clair avant mon départ. Il ne pouvait pas dépenser beaucoup car Romain avait besoin de nouvel équipement pour la saison à venir. Il a une chance d'intégrer l'équipe première. Alors essaie de comprendre, avait-il dit sèchement. Maman avait hoché la tête en signe d'accord, me rappelant de ne pas compliquer les choses pour la famille. J'ai donc pris 2 emplois à temps partiel, le matin à la bibliothèque, le soir au laboratoire informatique, juste pour payer mes frais de résidence et mes manuels. Les nuits d'hiver dans le Loiret pouvaient vous engourdir les doigts. J'avais l'habitude de m'asseoir à la bibliothèque, le vieux radiateur bourdonnant dans le coin, tapant des lignes de code tout en sirotant un café soluble. Les lumières jaunes pâles se déversaient sur le clavier, attrapant les gerçures sur mes mains sèches. Parfois, mon téléphone vibrait, un message de maman. Rentre nous voir. Romain vient d'être choisi comme capitaine d'équipe. Nous sommes si fiers de lui. Je fixais le texte lumineux dans le noir, puis j'éteignais l'écran. Je ne savais plus quoi dire. J'avais passé toute l'année à travailler d'arrache-pied, des notes parfaites en algorithmique, récemment acceptées dans un groupe de recherche sur l'apprentissage automatique, et pourtant personne ne me demandait comment j'allais ou si tout allait bien. Je me souviens encore de la première fois où j'ai rencontré le professeur Laurent, mon professeur d'intelligence artificielle. C'était le genre d'enseignant qui pouvait lire ses étudiants juste à la façon dont il posait des questions. Après l'examen de mi-semestre, il m'a pris à part. Juliette, a-t-il dit, vous ne comprenez pas seulement l'aspect technique. Vous avez une intuition pour la recherche. Vous devriez envisager de postuler pour la bourse en IA à Lyon. Il recrute les meilleurs étudiants des régions voisines. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pu que hocher la tête. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère, espérant que peut-être cette fois, elle serait fière. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est « Lyon, c'est loin, ma chérie. Ne prends pas de risques. Rentre à la maison cet été. Romain a un grand tournoi et nous allons tous l'encourager. » Je n'ai pas discuté. J'ai simplement postulé. J'ai été accepté et, comme je m'y attendais, personne n'en a parlé. Cet été-là à Lyon a été la première fois où j'ai réalisé à quel point le monde était plus grand au-delà de notre maison à Orléans. Je travaillais 12 heures par jour, apprenant à construire des modèles d'IA, apprenant à écouter des gens qui ne me jugeaient pas sur mon sexe ou mes origines. Un des chercheurs m'a dit un jour, quand une fille brise les murs que la société construit autour d'elle, elle ne devient pas seulement plus forte, elle devient plus profonde. Ces mots sont restés avec moi pendant des années. Mes parents n'ont jamais appelé une seule fois pour demander comment se passait le projet. La seule fois où ils m'ont contacté, c'est quand Romain s'est foulé la cheville lors d'un tournoi. Maman m'a envoyé une photo de lui dans un lit d'hôpital avec la légende « Prie pour ton frère et envoie un peu d'argent si tu peux. Je dois acheter ses médicaments. » Je lui ai envoyé 50 €, tout mon budget nourriture pour la semaine, et je suis retourné au laboratoire. C'est là que j'ai compris. Ils se fichaient de ce que je faisais. Tout ce qui les intéressait, c'était que j'étais encore capable d'aider. Le temps a passé vite. 4 années d'université se sont fondues en nuits interminables, en petits boulots et en projets que je menais seul. Je n'ai jamais manqué un cours, jamais demandé de délai, jamais laissé moi-même prendre du retard. Quand la lettre de remise des diplômes est arrivée, annonçant que j'obtiendrais mon diplôme avec mention, j'ai vraiment cru que peut-être, juste peut-être, il serait fier cette fois. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale. Je recevrai mon diplôme ce samedi. Cela signifierait beaucoup si vous pouviez venir. Personne n'a répondu. 3 jours plus tard, maman a finalement répondu par texto. Désolé, Romain joue sur la Côte d'Azur ce week-end. Tu comprends, n'est-ce pas? Le jour de la remise des diplômes était lumineux mais froid. Le campus était bondé. Des familles agitant des drapeaux, tenant des bouquets, criant les noms de leurs enfants avec joie. Je me tenais parmi les rangées de diplômés, jetant un coup d'œil au gradin, aux 3 sièges vides marqués « Invité du diplômé ».
Ces sièges étaient pour eux. Quand le maître de cérémonie a appelé mon nom, je suis monté sur scène, j'ai accepté mon diplôme du doyen et j'ai souri, même si à l'intérieur je me sentais vide. Les applaudissements ont résonné dans la cour, mais aucun de ces applaudissements n'appartenait aux personnes que je voulais le plus entendre. Après la cérémonie, mes amis ont pris des photos avec leurs parents, des fleurs à la main, des ballons flottants dans la brise. Je suis resté seul, ma toge de diplômé se balançant légèrement dans le vent. Quelqu'un a demandé, où est ta famille? Ils sont occupés, ai-je répondu, forçant un sourire avant de me détourner rapidement, craignant qu'ils ne remarquent les larmes qui montaient à mes yeux. Ce soir-là, j'ai célébré avec une part de pizza froide dans ma chambre d'étudiante. Ma toque de diplômé était posée sur le bureau à côté de mon téléphone silencieux. J'ai fait défiler les anciens messages de ma mère, des acclamations et des félicitations sans fin pour Romain. Pas une seule pour moi. J'ai regardé mon nouveau diplôme et je me suis murmuré, le jour où ils ne sont pas venus, j'ai cessé d'attendre qu'ils me voient. C'est ce jour-là que j'ai finalement compris. Leur amour pour moi n'a jamais été absent, juste conditionnel. Et cette condition était simple. Je devais devenir quelqu'un dont ils pourraient se vanter. Mais ils ont oublié une chose. Parfois, la chose la plus admirable chez une personne n'est pas de se tenir sur une scène. C'est la façon silencieuse dont elle continue d'avancer, même quand personne n'est là pour l'encourager. J'ai quitté Orléans juste après mon diplôme. Je ne suis pas retourné à Orléans. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers Lyon, la ville des tours de verre et de la pluie sans fin. J'ai loué un minuscule appartement à la Croix-Rousse, au 4e étage d'un vieil immeuble à la peinture délavée et au parquet qui grinçait à chaque pas. La fenêtre donnait sur une ruelle étroite où je pouvais à peine distinguer le reflet des néons du café d'en face. Mais pour moi, ce petit espace était tout, le premier endroit qui me semblait vraiment à moi. Pas d'approbation nécessaire, pas de public requis. J'ai trouvé un emploi d'ingénieur logiciel dans une start-up à la Pardieu, développant des outils de suivi des données clients. Le salaire de départ n'était pas génial, mais j'étais impatiente, presque naïve, de faire mes preuves. Chaque matin, je prenais un bus pendant 45 minutes, transportant mon vieil ordinateur portable, une tasse de café soluble et la conviction tranquille que si je travaillais assez dur, je pourrais changer ma vie. Tandis que mes collègues pointaient et rentraient chez eux après les heures de travail, je restais tard à lire la documentation, à tester des algorithmes, à trouver des moyens de rendre mon code plus rapide. Je n'étais pas charmante. Je n'étais pas politique, mais j'avais autre chose. La persévérance. De temps en temps, mon téléphone vibrait à nouveau. Toujours le même genre de message de maman. Romain a besoin d'emprunter de l'argent. Peux-tu l'aider? Il est sur le point d'acheter une maison avec sa femme. J'ai regardé mon solde bancaire, à peine quelques centaines d'euros après le loyer. Et j'ai répondu, je mange aussi des nouilles instantanées, maman. Elle a répondu par texto, ce n'est pas grave. Je voulais juste te le faire savoir. La famille doit toujours s'entraider. Puis le silence. Je ne ressentais pas de colère, juste du vide. Peut-être qu'à leurs yeux, je serais toujours celle qui peut se débrouiller seule. Et à cause de ça, personne n'a jamais pensé qu'il fallait s'occuper de moi. Les longues nuits à Lyon se sont fondues dans un rythme de travail et d'études. Je me suis inscrite à des cours de codage du soir à l'université populaire et j'ai appris la science des données par moi-même le week-end. J'ai commencé à construire un petit programme qui pouvait analyser automatiquement le comportement des utilisateurs, au début juste pour m'entraîner. Mais plus j'avançais, plus je réalisais son potentiel. Je l'ai appelé Lumen, abréviation d'illumination, parce que je voulais qu'il mette en lumière les schémas que les gens négligeaient. Je me souviens de ces nuits d'hiver où la neige recouvrait les rues et où j'étais assise, blottie sous une couverture dans mon appartement glacial, l'ordinateur portable sur les genoux, la lueur bleue de l'écran étant la seule lumière dans la pièce. Je tapais des lignes de code, frissonnant et souriant pour moi-même. Personne n'appelait. Personne ne demandait si j'allais bien. Mes amis d'université étaient occupés avec leur nouvelle vie. Mes parents étaient consumés par la fierté pour Romain, le fils, qui devenait maintenant un entrepreneur sportif après avoir ouvert un petit magasin d'équipements de sport. Je le savais parce que maman l'avait posté sur Facebook avec la légende, si fière de notre fils. Le temps a passé et je suis lentement devenu invisible. J'ai arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas rentré à la maison pour Noël, j'ai juste envoyé un court email. Je vais bien. Les réponses, si elles arrivaient des jours plus tard.
Bien. Romain vient de gagner un autre prix. Nous sommes si heureux. J'ai cessé d'attendre de la reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai tout mis dans l'humaine, la seule chose qui me rappelait que j'existais encore. Après 3 ans, j'avais pris assez confiance en moi pour quitter mon emploi et me lancer à mon compte. J'ai fondé l'Humaintech, une entreprise d'une seule personne, nichée dans un coin d'un vieil espace de coworking en centre-ville. J'écrivais du code le jour, j'envoyais des propositions de financement la nuit, je survivais avec des sandwichs bon marché et je travaillais jusqu'à ce que la lumière extérieure passe du bleu au doré. Parfois, j'étais si épuisé que je m'endormais directement sur le clavier, me réveillant avec les marques des touches sur ma joue. Mais je n'ai jamais arrêté, car au fond de moi, je savais que si je ne construisais pas quelque chose de significatif, personne d'autre ne croirait jamais que j'en étais capable. 4 ans se sont écoulés ainsi, tranquillement, sans que personne ne s'en aperçoive. Maman n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent pour Romain. La dernière fois que j'ai décroché, elle a dit, « Ton frère se marie. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Pourrais-tu envoyer quelque chose ?» J'ai demandé, « Où est le mariage ?» Elle a répondu nonchalamment comme si de rien n'était, « À la maison ce week-end. Tu es probablement trop occupé pour venir. » J'ai souri. « Oui, maman. Je suis occupé. Assez occupé pour ne même pas avoir reçu d'invitation. » Le jour du mariage, j'ai vu les photos en ligne. Papa dans un costume sur mesure, maman radieuse, Romain tenant la main de sa mariée sous les lumières du jardin. Je les ai fait défiler lentement. Pas de colère, pas de tristesse, juste le silence. Puis j'ai imprimé une petite carte et écrit quelques mots. « Je vous souhaite du bonheur. » Et je l'ai posté. Personne n'a jamais répondu. Cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la vitre striée de pluie. La pluie de Lyon tapait doucement sur le toit comme un métronome régulier. J'ai pensé à ce mariage à des centaines de kilomètres de là. Ma famille riant, trinquant, racontant des histoires qui ne m'incluaient pas. Et à ce moment-là, j'ai vu clairement, je n'avais plus ma place là-bas. Personne ne demandait comment j'allais. Mais pour la première fois, cela ne m'a pas brisé. Cela m'a renforcé. J'ai réalisé que si je voulais être vu, je devrais allumer la lumière moi-même. J'ai quitté Lyon peu de temps après, lorsque l'Humaine, le petit outil que j'avais autrefois construit dans cet appartement exigu, a commencé à attirer l'attention. 2 de mes anciens camarades de classe, Alexandre et Pénélope, m'ont contacté après avoir lu un article technique que j'avais partagé sur un forum de programmation. Nous nous sommes rencontrés dans un café près des quais, une table en bois collante, des tasses à moitié vides, la lumière grise du matin lyonnais se reflétant à travers une fenêtre embuée. Alexandre était un spécialiste du produit, parlant vite, plein d'énergie. Pénélope s'occupait des finances, vive, pragmatique, presque intimidante. Et moi, j'avais l'idée. Plus important encore, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, un prototype fonctionnel. Quand ils ont suggéré que je déménage à Montpellier pour construire l'entreprise ensemble, j'ai hésité. Je n'avais jamais quitté la région, jamais imaginé repartir de zéro dans une ville qui me semblait être une autre planète. Mais ensuite, j'ai pensé, à Lyon, j'avais appris à survivre. Peut-être qu'à Montpellier, je pourrais apprendre à vivre. J'ai donc fait mes valises et loué un petit appartement dans le quartier de l'Écusson, où la musique des bars voisins flottait par les fenêtres la nuit et où le soleil du sud de la France se déversait à travers de fins rideaux blancs chaque matin. J'ai nommé l'entreprise l'Humaintech, gardant un morceau de mon passé, un rappel silencieux du chemin parcouru. Nous avons commencé tous les 3 dans un bureau loué dans un ancien quartier d'entrepôt, juste 3 bureaux, une machine à café et un tableau blanc surchargé de lignes de code enchevêtrées. J'étais techniquement la PDG, bien qu'en réalité, aucun de nous n'avait de titre. Le travail s'accumulait sans fin, engloutissant nos vies. Je restais souvent éveillé jusqu'à 3 heures du matin à déboguer, à réécrire des algorithmes, ou simplement assis seul dans le calme, à penser à la suite. Il y a eu des nuits où le courant a été coupé et nous avons travaillé à la lumière de nos téléphones. Des matins où je regardais le parking détrempé par la pluie et voyais le reflet de ma version plus jeune, la fille qui avait autrefois couru à son premier entretien parce que sa voiture était tombée en panne. Nous vivions de café et d'espoir. Pénélope disait en plaisantant qu'une start-up était une religion où les gens prient pour obtenir des financements. Et je répondais, si nous échouons, au moins nous aurons essayé. Le premier mois, personne n'a acheté notre produit. Le deuxième, nous avons épuisé presque toutes nos économies.
Mais au 6e mois, une société immobilière de Toulouse nous a contactés, ils voulaient utiliser notre logiciel pour analyser des images satellites de parcelles de terrain. Ce fut notre premier contrat. Et à partir de là, l'Humaintech a commencé à grandir. 3 ans plus tard, notre bureau n'était plus un entrepôt. C'était le 12e étage d'un immeuble de verre surplombant le lait. J'étais toujours la première à arriver et la dernière à partir. Une nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis tenu au milieu du bureau, regardant les lumières de la ville se refléter sur le logo de l'Humaintech au mur. Le bourdonnement des imprimantes, le léger tapotement des claviers, les échos des rires, tout se fondait en une symphonie silencieuse de persévérance. J'ai repensé au jour où j'avais signé notre premier bail. Ma main tremblait si fort que ma signature était de travers. Maintenant, je signais un autre contrat, 1000 fois plus important. Un fonds de capital risque de Paris avait proposé d'acquérir l'Humaintech pour 11 millions d'euros. Après 3 semaines de négociations intenses, c'était fait. Ma part après impôt, 5,5 millions. Alexandre a souri et a dit, nous devrions fêter ça. Du champagne, peut-être même un week-end d'escapade. Mais je voulais juste dormir. Je ne l'ai pas posté en ligne. Je ne me suis pas vanté. J'ai envoyé un court email à l'équipe. Merci d'avoir cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. Puis j'ai éteint mon ordinateur et je suis resté assise un moment, laissant le silence s'installer. Pour la première fois depuis des années, je ressentais à la fois du bonheur et un étrange vide. Il n'y avait personne à qui le dire, personne pour demander, tu l'as vraiment fait? J'ai appelé ma mère, juste pour entendre sa voix. Elle a répondu après 3 sonneries, parlant rapidement. Romain vient d'ouvrir une autre succursale de son magasin de sport. Nous sommes tellement occupés. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Quelques mois plus tard, j'ai fait quelque chose que même moi je n'avais pas prévu. J'ai acheté une voiture. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais quelque chose de tangible, un rappel du chemin parcouru. J'ai choisi une Porsche 911 Carrera GTS rouge, la même que je regardais à travers la vitrine du concessionnaire à Lyon quand je ne pouvais même pas me payer un abonnement de bus mensuel. Quand le vendeur a demandé « Voulez-vous une plaque personnalisée ?», j'ai souri et dit « Non, je n'ai pas besoin que quiconque le sache ». La nuit où j'ai récupéré la voiture, je l'ai conduite sur le pont Juvénal. Montpellier scintillait sous des lumières dorées qui ondulaient sur l'eau calme. J'ai baissé la vitre, le vent fouettant mon visage, la faible odeur d'essence se mêlant à l'air chaud de la nuit. J'ai allumé la radio. Une vieille chanson française a commencé, et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. Plus de souvenirs de siège vide à ma remise de diplôme. Plus de la voix de ma mère me comparant à Romain. Juste le ronronnement régulier du moteur derrière moi. Une déclaration silencieuse que j'avais réussi toute seule. Cette voiture n'était pas pour frimer. C'était un symbole, un rappel que j'avais autrefois conduit une berline déglinguée à un entretien d'embauche sous une pluie glaciale, les chaussures trempées, souriant toujours en franchissant la porte. Maintenant, je n'avais besoin de personne pour m'ouvrir les portes. Je pouvais les ouvrir moi-même. Je pouvais me conduire où je voulais aller. Je n'ai jamais été du genre à poster sur les réseaux sociaux, surtout après avoir réalisé que tout ce que je partageais ne donnait à ma famille que de nouvelles façons de me comparer à mon frère. Mais cette nuit-là, après m'être garé devant mon appartement à Montpellier, j'ai regardé la voiture rouge rutilante sous le lampadaire et j'ai pris une photo. Ce n'était pas une photo tape à accent grave l'œil, juste un angle discret de la Porsche 911 sous le soleil couchant. Ma légende était simple. Enfin, quelque chose qui roule à la hauteur de mon ambition. Pas de tag, pas de hashtag. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un s'en soucie. Je voulais juste me souvenir de ce moment, le moment où j'avais finalement dépassé les limites qu'il m'avait fixées. J'ai éteint mon téléphone, me suis préparé une tasse de thé et j'ai pensé que ce serait la fin de l'histoire. Mais j'avais tort. Environ 12 heures plus tard, alors que j'étais assise dans une salle de conférence pour finaliser les derniers documents de l'acquisition de l'Humaintech, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. L'identification de l'appelant s'est allumée, maman. Mon cœur a raté un battement. 3 ans. Elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. Notre seul contact avait été quelques textos épars. Joyeux Noël. Ton frère a ouvert une autre succursale. L'as-tu félicité? J'ai fixé l'écran clignotant dans ma main avant de finalement répondre. Sa voix était la même, douce mais avec une pointe de nervosité. Juliette,
comment vas-tu? Ton père dit que nous devons nous voir. Il y a une affaire de famille dont nous devons discuter. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Le mot famille m'a frappé, vif et étranger. Famille, ai-je répété lentement. Je pensais que vous aviez oublié mon existence. Elle a laissé échapper un rire gêné, un souffle court pris entre ses mots. Ne dis pas ça. Romain a quelques difficultés. Tu sais comment sont les affaires de nos jours. Ton père et moi pensons que nous devrions tous nous asseoir et en discuter. Nous nous réunissons à la maison demain après-midi. D'accord. J'ai regardé le contrat sur la table, la ligne en gras qui disait « Valeur totale de l'acquisition, 11 millions d'euros ». Ma main s'est resserrée autour du stylo. Pas un seul mot de félicitation. Pas même un « nous sommes fiers de toi ». Juste leur voix, à nouveau, quand ils avaient besoin de quelque chose. J'ai demandé doucement, savais-tu que c'était mon anniversaire hier? Silence. Une longue pause, plus de 10 secondes, assez longue pour que j'entende la télévision en arrière-plan. Le rire de Romain, le tintement des verres. Finalement, maman a dit, oh, c'était vrai? Désolé. Les choses ont été si chargées ces derniers temps. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Famille. Ce mot encore, mais cette fois il n'avait plus aucun poids. J'ai fermé les yeux, entendant la douceur calculée dans son ton, la voix de quelqu'un qui maîtrisait depuis longtemps l'art de la négociation émotionnelle. Je viendrai, ai-je dit d'un ton égal. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence. La brise du soir s'est glissée à travers les rideaux, fraîche contre ma peau, mais à l'intérieur, tout était en ébullition. J'ai ouvert Instagram. La photo de ma voiture rouge avait déjà dépassé les 1000 likes, principalement de collègues et d'anciens amis, des gens qui m'avaient vu lutter à travers les hivers gris de Lyon. Parmi les centaines de commentaires de félicitations, un nom a attiré mon attention. Joël Cartier, ma mère. Son commentaire était simple, juste un emoji d'applaudissement et les mots « fier de toi ». Je l'ai regardé longtemps. Je ne pouvais pas dire si cela venait de la fierté ou du calcul. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait du café et je me suis assise devant mon ordinateur portable lumineux, faisant défiler les anciennes lignes de code de l'Humentech. Chaque ligne était un souvenir, chacune venant de nuits où j'avais travaillé jusqu'à l'aube, déboguant, réécrivant, refusant d'abandonner. Personne n'avait été là avec moi. Pas de mots d'encouragement, pas même un « tu vas y arriver ». J'avais tout fait seul. Et maintenant, il voulait une réunion de famille pour discuter des difficultés de Romain. Je savais exactement comment ça se passerait. Romain, le garçon en or de la famille Cartier, avait finalement trébuché, et maintenant ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer les dégâts. Maman parlerait de son ton doux et persuasif. Papa en appellerait à la morale. La famille est de la famille. Romain baisserait la tête, jouerait le fils humble, puis retournerait sur son piédestal une fois la crise passée. Il n'avait pas oublié ma remise de diplôme. Il n'était pas venu à ma cérémonie de remise de prix. Il n'avait pas appelé quand j'étais malade. Il ne m'avait pas souhaité un joyeux anniversaire depuis 3 ans. La seule chose dont il se souvenait, c'était mon compte en banque. Mais cette fois, ce serait différent. J'irais, non pas pour les sauver. Pour en finir. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti une carte de visite fraîchement imprimée. Juliette Cartier, PDG, fondatrice, l'Humentech NC sous la lumière chaude de la lampe de bureau, les lettres en relief scintillaient doucement. Je l'ai placée à côté des clés de la Porsche et j'ai pris une profonde inspiration. Demain, je prendrai cette même route pour retourner à Orléans, la route que j'avais laissée derrière moi il y a 10 ans en silence. Mais cette fois, je ne serai pas la fille en quête d'approbation. Je serai la femme qui revient pour livrer ses derniers mots. La route de Montpellier à Orléans semblait plus longue que dans mes souvenirs. Une légère pluie du Loiret tapait contre le pare-brise, chaque goutte glissant comme si elle essayait de laver le passé. J'ai conduit la Porsche 911 sur la 7. Le faible ronronnement du moteur remplissait l'habitacle, fort, stable et seul, tout comme moi. Il y a 10 ans, j'avais quitté cet endroit dans une voiture déglinguée qui fonctionnait à peine. Mes parents m'avaient salué d'un geste distrait depuis le porche alors que je disparaissais au bout de la rue. Cette fois, je revenais non pas pour être accueilli, mais pour mettre fin à quelque chose qui n'avait jamais été vraiment dit à voix haute. En tournant dans la rue familière, leur maison est apparue, la même maison beige à 2 étages avec la clôture en bois blanc,
le parterre de fleurs que maman avait planté devant. Mais là où elle m'avait autrefois procuré de la chaleur, elle ne me semblait plus que froide. Je me suis garé sur le trottoir. Le rideau du salon a bougé et à travers la vitre, j'ai croisé le regard de mon père. Pas de surprise, pas d'émotion, du calcul. Il est sorti, les bras croisés. « Nouvelle voiture ?» a-t-il demandé sèchement. « Combien ça t'a coûté ?» J'ai souri, calme et stable. « Assez pour que tu m'appelles, apparemment. » Sa mâchoire s'est crispée juste une seconde. Puis il s'est retourné vers la maison, me faisant signe d'entrer. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la cuisine. Maman remuait une tasse comme si tout était normal. À table étaient assis Romain et sa femme, Sophie, dont les yeux oscillaient entre la culpabilité et la défensive. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a dit « bienvenue à la maison ». Juste le bruit des chaises qui craquent et un air si épais qu'on pouvait s'étouffer. Papa s'est assis en bout de table, son ton adoptant la cadence d'une réunion d'affaires. Romain a des problèmes financiers. Le magasin s'est développé trop vite et la trésorerie est tendue. Nous espérions que tu pourrais donner un coup de main, juste un prêt temporaire. Quelques mois tout au plus. Une fois que les choses se seront calmées, il te remboursera intégralement. Je n'ai rien dit. L'horloge au mur faisait tic-tac, chaque seconde aussi tranchante qu'une plume. Maman m'a regardé, forçant un sourire doux. La famille prend soin les uns des autres, Juliette. Romain est très stressé. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table, ma voix stable, et ma remise de diplôme. Vous vous en souvenez? La pièce s'est figée. Romain a levé les yeux, fronçant les sourcils comme s'il ne voyait pas le lien. Maman a posé sa tasse. Le tintement de la porcelaine contre le bois a résonné faiblement. Les sourcils de papa se sont froncés. Pourquoi remuer le passé? A-t-il dit. Je les ai regardés un par un et j'ai parlé lentement, ma voix stable mais tranchante. Je me tenais sur cette estrade, tenant un diplôme que vous avez un jour qualifié d'inutile. 3 sièges vides se trouvaient dans la section des invités. Je les vois encore chaque fois que je ferme les yeux. 10 minutes sont passées, puis 20. La cérémonie s'est terminée et personne n'est venu. Mais j'ai quand même attendu. Je me suis dit, peut-être que vous étiez coincé dans les embouteillages ou que vous avez manqué votre vol. Mais maintenant je sais que vous étiez juste occupé à regarder Romain jouer au rugby sur la Côte d'Azur. Personne n'a parlé. Le seul son était le faible sifflement du vent qui s'infiltrait par la fente de la fenêtre. Sophie a baissé les yeux, peut-être par embarras. Romain a soupiré et s'est gratté la tête. Allons, c'était il y a des lustres, a-t-il marmonné. Maman est intervenue, son ton teinté d'irritation. Juliette, ne sois pas puérile. Tu ne peux pas t'accrocher au passé éternellement. Nous parlons du présent, de quelque chose qui a vraiment besoin d'être réparé. Je me suis tourné vers elle, toujours souriante. Mais mes yeux étaient devenus froids. Le présent, maman, c'est ce que vous avez construit, action par action, année après année. Je ne suis pas venu ici pour parler d'argent. Je suis venu pour parler de limites. Papa a froncé les sourcils, se penchant en arrière sur sa chaise. Des limites? Tu rends ça si dramatique. Nous te demandons juste un petit coup de main, pas l'aumône. J'ai secoué la tête. Non, papa. Ce n'est pas de l'aide. C'est le même cycle dans lequel notre famille a toujours vécu. Romain fait une erreur, et je répare. Vous restez silencieux quand on m'oublie, mais soudain vous êtes bruyant quand je réussis. Je comprends maintenant. Je ne dois plus rien à personne. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le parterre de fleurs que maman me faisait désherber chaque matin. L'odeur de la terre humide est montée, ravivant chaque souvenir, les après-midi passés à étudier pendant que papa conduisait Romain à l'entraînement, les innombrables fois où j'ai présenté des bulletins parfaits juste pour obtenir un hochement de tête distrait en retour. Je me suis retourné pour leur faire face, ma voix plus calme maintenant mais claire, coupant l'air comme du verre. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être vu, mais maintenant je n'en ai plus besoin. Maman a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Ne le fais pas. J'en ai assez entendu. Nous savons tous les deux que cette soi-disant réunion de famille n'est qu'un code pour Juliette peut-elle encore renflouer Romain. Je ne suis pas venu ici pour faire un chèque. Je suis venu pour écrire la fin. Personne n'a répondu. Le visage de Romain est devenu rouge et papa m'a regardé,
un mélange de colère et d'incrédulité vacillant dans ses yeux. J'ai posé les clés de ma voiture sur la table et j'ai dit doucement, si vous voulez vraiment parler, alors parlons de limites, parce qu'à partir de maintenant, je vais en avoir. Papa s'est levé d'un bond, frappant la table de sa main, sa voix comme du métal s'entrechoquant contre du béton. La famille, ça veut dire s'entraider. Juliette, as-tu oublié ça? Il ne m'a pas regardé comme un père parlant à sa fille. Il m'a regardé comme un patron déçu par un employé qui refuse d'obéir. J'ai pris une profonde inspiration, maîtrisant ma voix. S'entraider, oui, mais s'entraider ne signifie pas qu'une personne porte tout le monde pour toujours. Romain s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, un sourire à moitié sarcastique, à moitié irrité sur le visage. Tu as de l'argent maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si radine? Tu n'aurais même pas ce diplôme si cette famille ne t'avait pas soutenu. Je me suis tourné vers lui, le regardant droit dans les yeux. Soutenu? Ai-je répété doucement mais assez fort pour que tout le monde entende. Te souviens-tu quand j'étais en 2e année et que je travaillais tard le soir à la bibliothèque parce que papa disait que tu avais besoin d'argent pour ton équipe? Sais-tu que j'ai vécu dans un appartement moisi avec un toit qui fuyait? Que j'ai mangé du pain périmé pendant 3 jours d'affilée parce que je ne pouvais pas me payer de courses, pendant que vous étiez tous au Baléares, souriant pour des photos de famille avec la légende de la famille, c'est tout? Et maintenant tu me traites de radine. Romain a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. J'ai continué, ma voix calme mais inébranlable. Tu as raison, Romain. J'ai gagné de l'argent, mais je ne l'ai pas gagné pour continuer à alimenter les habitudes qui m'ont autrefois brisé. Je ne suis pas radine. J'ai juste arrêté de me faire du mal pour des gens qui n'ont jamais remarqué que je saignais. L'air dans la pièce s'est épaissi jusqu'à ce qu'il soit difficile de respirer. Maman est restée figée un instant, puis s'est soudain mise à pleurer, ses épaules tremblant, le son petit, calculé et parfaitement synchronisé. Juliette, comment peux-tu dire ça? A-t-elle gémi. Je voulais juste que nous soyons de nouveau ensemble. Ça fait si longtemps que la famille ne s'est pas assise comme ça. Je l'ai regardée, mais la vieille tendresse que j'avais autrefois ressentie avait disparu depuis longtemps. Tu ne veux pas une réunion, maman, ai-je dit doucement. Tu veux le contrôle. D'aussi loin que je me souvienne, chaque fois que j'ai fait quelque chose que tu n'avais pas prévu, tu as appelé ça de la rébellion. Quand j'ai réussi, tu as appelé ça de la chance. Et quand tu avais besoin de quelque chose de moi, c'est soudain devenu un devoir familial. J'ai croisé son regard. Une vraie réunion ne commence pas par une demande d'argent. Ses larmes ont cessé. Elle a jeté un coup d'œil vers mon père, espérant qu'il prendrait le relais. Il a soupiré, longuement et lourdement. Nous ne voulons pas nous disputer, a-t-il dit enfin. Mais tu laisses l'argent te changer, Juliette. Tu n'es plus la même. J'ai souri, un sourire léger mais certain. Vous avez raison. J'ai changé. Mais pas à cause de l'argent, mais parce que j'ai finalement appris à poser des limites. Vous appelez ça de l'égoïsme? J'appelle ça de la guérison. J'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti un épais dossier et je l'ai posé sur la table en bois. Le bruit sourd a brisé le silence. En fait, je suis venu ici pour faire une annonce, ai-je dit d'un ton égal. Papa a froncé les sourcils en regardant le dossier. Qu'est-ce que c'est? Un contrat. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Ce sont les statuts officiels de la Fondation Lumen, une organisation à but non lucratif que je viens de créer. Le fonds de départ est de 2 millions d'euros provenant des actions que j'ai vendues lors de l'acquisition de Lumen Tech. Romain a laissé échapper un rire sec et incrédule. Et alors? Tu as des millions et au lieu d'aider ta propre famille, tu les donnes à des étrangers. J'ai hoché la tête. Oui, parce qu'ils le méritent plus. J'ai ouvert le dossier, je suis allé à la première page et j'ai lu à haute voix, mon ton étudié, inébranlable. Cette fondation offrira des bourses aux jeunes femmes qui poursuivent des études en technologie, en particulier celles qui ont été négligées, sous-estimées ou rejetées, tout comme moi je l'ai été. C'est pour les filles en qui personne ne croyait. Celles qui n'ont pas de filet de sécurité mais qui continuent de se battre. Je veux qu'elles aient la chance que je n'ai jamais eue. Les sanglots de maman se sont intensifiés, bruts et réels cette fois. 2 millions d'euros pour des étrangers? A-t-elle pleuré? Alors que ton frère se noie dans les dettes, alors que l'entreprise de cette famille s'effondre, Juliette, comment as-tu pu? Je l'ai regardée, ma mère,
avec un regard froid mais étrangement calme. Maman, tu te trompes, ai-je dit doucement. Ce n'est pas que je ne supporte pas d'aider. C'est que je ne peux plus continuer à être le portefeuille d'urgence de cette famille. J'ai travaillé pendant 10 ans à construire quelque chose à partir de rien. Et maintenant, je veux que l'argent que j'ai gagné ouvre des portes à d'autres, pas qu'il serve à boucher les mêmes trous que cette famille ne cesse de creuser. Mon père a frappé la table de sa paume, son visage devenant rouge. Juliette, tu fais honte à toute la famille. Je me suis levé lentement, rencontrant son regard furieux avec une calme fermeté. Non, papa, je dis juste la vérité. La honte ne vient pas du fait que je refuse de donner de l'argent. Elle vient du fait que vous ne vous souvenez de mon existence que lorsque j'ai de l'argent. La pièce est devenue silencieuse. Seul le tic-tac rythmé de l'horloge murale remplissait l'air. Romain fixait le sol, les lèvres serrées. Les mains de maman tremblaient, ses doigts se tordant. Papa se tenait là, la mâchoire serrée, les yeux oscillant entre la colère et l'incrédulité. J'ai fermé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et j'ai dit d'un ton égal, je ne suis pas venu ici pour diviser de l'argent. Je suis venu pour tracer des limites. Et je pense que je l'ai fait. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, la voix de maman a vacillé, fine et tremblante. Tu le regretteras, Juliette. Les liens du sang ne s'effacent pas comme ça. J'ai fait une pause, ma main sur la poignée de la porte. Un instant, j'ai envisagé de partir, de laisser l'histoire se terminer comme toutes les autres, dans le silence, dans l'incompréhension, avec moi étiqueté comme la fille ingrate. Mais pas cette fois. Je me suis retourné. Ils étaient toujours assis là, les yeux de maman fuyants, l'expression de papa crispé de confusion et de peur. Le visage de Romain était rouge alors qu'il serrait les poings. Je savais que si je partais maintenant, il réécrirait ce moment, le tordant en une autre histoire sur la façon dont j'avais changé. Mais ce soir, je raconterai ma propre fin. Je suis retourné à la table, j'ai ouvert à nouveau mon sac et j'en ai sorti un épais dossier en cuir noir. Le léger déclic du fermoir a résonné dans la pièce silencieuse. Mes deux parents ont levé les yeux, surpris. Avant de partir, ai-je dit, ma voix calme mais indubitablement ferme. J'ai une dernière chose à annoncer. Une surprise, comme vous le vouliez. Papa a plissé les yeux. Et maintenant? J'ai sorti le premier document. Le logo du Crédit Mutuel brillait dans le coin. En dessous, les mots acte de transfert de propriété confirmés. J'ai placé le document au centre de la table et je l'ai tourné vers eux. Je viens d'acheter une petite propriété commerciale en centre-ville, ai-je dit lentement, chaque mot délibéré. La même que vous avez utilisée comme garantie lorsque vous avez hypothéqué cette maison pour financer le magasin de Romain. La banque s'apprêtait à saisir, mais plus maintenant. Mon père s'est figé. Les mains de maman ont tremblé alors qu'elle tournait la page suivante. Là, imprimé clairement sous le sceau officiel, se trouvait le nom du nouveau propriétaire enregistré, Juliette Cartier. Personne n'a parlé. Pas pendant plusieurs secondes. Seule l'horloge continuait son tic-tac, sec, rythmé et impitoyable, comme pour se moquer du silence qui s'était enfin abattu sur la famille Cartier. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué, ma voix calme mais inébranlable. Je ne l'ai pas acheté pour vous prendre quoi que ce soit. Et je ne l'ai pas acheté pour me vanter. Je l'ai acheté parce que si je ne l'avais pas fait, la banque aurait pris cette maison, l'endroit qui, malgré tout, conserve encore les souvenirs de mon enfance. J'ai remboursé l'intégralité de l'hypothèque. J'ai fait une pause, les regardant tous les deux droit dans les yeux. Mais le titre de propriété est maintenant à mon nom. Mon père s'est levé d'un bond, le visage rouge. Alors, c'est comme ça que tu nous humilies, a-t-il aboyé. J'ai répondu immédiatement, mon ton assez ferme pour faire même retenir son souffle à ma mère pendant une seconde. Non, papa. Je l'ai fait pour mettre un terme aux choses, pour mettre fin au cycle de la dette, du contrôle et du silence. Vous ne perdez pas votre maison, et je ne mets personne à la porte. Mais à partir de maintenant, si vous choisissez de rester ici, vous vivrez de manière responsable. Plus de prêts imprudents, plus de reproches, plus d'utilisation de la famille comme levier pour un sauvetage. Je ne veux que personne dans cette famille ne me doive quoi que ce soit, sauf une chose. Sa voix était un grognement sourd. Et qu'est-ce que ce serait? J'ai croisé son regard, calme comme jamais. La vérité, ai-je dit. À partir de maintenant, la seule chose que nous nous devons mutuellement, c'est la vérité,
pas l'argent. La pièce est devenue complètement immobile. Dehors, le vent sifflait à travers la balustrade du porche, ressemblant presque à la maison elle-même qui expirait après des années à retenir son souffle. Romain a frappé la table de sa main. Sa chaise a basculé en arrière avec un bruit sec. « Je n'ai pas besoin de ta pitié », a-t-il crié. « Tu as acheté la maison. Félicitations. J'imagine que tu es l'outsider parfaite maintenant. » Puis il est sorti en trombe, la porte claquant si fort que le café de maman s'est renversé sur la table. Je n'ai pas regardé après lui. Au lieu de cela, j'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une autre liasse de papier, plus fine cette fois, imprimée sur du papier cartonné crème. Je l'ai placé à côté des documents de propriété et je l'ai tourné pour qu'il puisse lire clairement le titre, La bourse d'études Leclerc. Les sourcils de maman se sont froncés. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que c'est, ça maintenant? J'ai souri doucement, mais avec une profondeur qui a immobilisé l'air. C'est la deuxième annonce que je suis venu faire aujourd'hui. Je me suis rassise, passant doucement le bout de mes doigts sur le bord du document, comme si je touchais quelque chose de sacré. La bourse d'études Leclerc est un programme de bourse d'1 million d'euros que je viens de créer. C'est pour les jeunes femmes du Loiret qui poursuivent des diplômes en sciences et technologies. Je l'ai nommé d'après mon professeur de lycée, Madame Leclerc, la première personne qui m'ait jamais dit, « Juliette, tu n'as besoin de la permission de personne pour être brillante. » La bouche de maman s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Papa m'a regardé, ses yeux oscillant entre l'étonnement et l'indignation. « 1 million d'euros ? A-t-il dit. Tu donnes ça à des étrangers alors que ton frère. Je l'ai interrompu. Mes mots clairs, délibérés. Alors que mon frère a eu toute une enfance à être célébré. Alors qu'il avait des parents qui l'ont soutenu à travers chaque échec, qui l'ont laissé tomber en toute sécurité parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le rattraper. Alors que j'ai dû apprendre à me tenir debout seul à cause de la négligence. Je me suis penché en avant, croisant leurs deux regards. Oui, j'ai donné cet argent parce que quelqu'un m'a vu un jour quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant, j'ai l'intention de faire de même pour chaque fille qui attend encore d'être vue. J'ai fait une pause et j'ai regardé ma mère. Ses yeux brillaient, mais pas d'émotion, plutôt de la prise de conscience que ses vieilles larmes ne fonctionnaient plus. Savez-vous pourquoi j'ai nommé la fondation d'après Madame Leclerc et non d'après notre famille? Ai-je demandé doucement. Parce qu'elle m'a appris quelque chose que vous n'avez jamais pu m'apprendre, comment voir la valeur chez les autres sans essayer de la posséder. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai continué avant qu'il ne puisse m'interrompre. Vous m'avez dit un jour que la famille, c'est tout. Mais j'ai appris autre chose. Si l'amour dans une famille n'existe que lorsque je suis utile, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et j'ai fini de faire des transactions. La pièce semblait figée. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, ses mains tremblant. « Tu as vraiment changé, Juliette » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. J'espère bien, parce que si je n'avais pas changé, je serais encore assise ici à vous supplier de me voir, comme je l'ai fait il y a 10 ans. J'ai rassemblé les deux dossiers, les ai glissés soigneusement dans mon sac et j'ai dit doucement, « Cette maison vous appartient toujours. » La seule différence, c'est que maintenant elle repose sur quelque chose de réel, pas sur une dette cachée. J'ai tout réglé avec la banque. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Considérez cela comme ma façon de clore le dernier chapitre de notre ancienne histoire. Je me suis dirigé vers la porte et je me suis arrêté sur le seuil du porche. Le ciel au-dessus d'Orléans était gris, mais au loin, un fin rayon de soleil tombait sur le toit du voisin. J'ai parlé sans me retourner. Tu me disais de ne pas mettre les gens mal à l'aise en étant trop ambitieuse. Maintenant, je comprends que l'ambition n'est pas un péché. Elle n'effraie que ceux qui survivent en gardant les autres petits. Personne n'a répondu. Je me suis dirigé vers ma voiture, j'ai ouvert la portière. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma mère s'effondrer sur sa chaise, mon père immobile près de la fenêtre, et la vieille maison portant maintenant mon nom s'élevant tranquillement derrière eux, une contradiction en soi. L'endroit qui m'avait autrefois fait me sentir petite était devenu la preuve de ma liberté. J'ai démarré le moteur. La Porsche a grondé doucement, pas fort, mais certain. Alors que les pneus roulaient sur la rue couverte de feuilles dorées, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que pour la première fois, je n'avais plus rien à prouver. J'étais, comme le disait ma légende, arrivé avec une surprise. Un cadeau non pas pour eux,
mais pour moi-même, le droit de choisir ma propre vie, et le droit de partir quand la famille ne signifie plus l'amour. Le lendemain, j'ai quitté Orléans et je suis retourné à Montpellier en silence. Le long de l'autoroute, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais cette fois je ne l'ai pas pris. Je savais déjà ce que ces messages diraient. Le premier est arrivé le lendemain matin, de maman. Tu as détruit cette famille. J'ai fixé les mots lumineux sur l'écran, puis j'ai retourné le téléphone. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. Peut-être que dans son monde, poser des limites ressemblera toujours à une trahison. Quelques heures plus tard, papa a posté quelque chose sur Facebook, un court statut qui a rapidement recueilli des dizaines de partages de parents et d'anciens amis de la famille. Quand les enfants réussissent, ils oublient d'où ils viennent. La publication était accompagnée d'une photo de lui debout sur le porche, les bras croisés, arborant un sourire forcé et le genre d'apitoiement qui attire toujours la sympathie. Les commentaires étaient prévisibles. Les jeunes de nos jours sont si égoïstes. La famille devrait compter plus que l'argent. Espérons qu'elle s'en rendra compte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lu quelques lignes, puis j'ai posé mon téléphone sur la table. Quelques années auparavant, cela m'aurait brisé. J'aurais pleuré, essayé de m'expliquer, peut-être même écrit un long message pour défendre le fait que je n'étais pas ingrate. Mais maintenant, je me sentais juste légère, parce que j'avais finalement compris, quand quelqu'un veut jouer les victimes, il trouvera toujours une scène. Et pourtant, quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un petit article est paru dans la section des nouvelles locales du Courrier du Loiret. Une ingénieure orléanaise crée une bourse d'1 million d'euros pour les femmes dans les sciences et technologies. On m'a autrefois négligé, et je ne veux pas que cela arrive à d'autres. Une photo de moi tenant la plaque de la bourse d'études Leclerc s'est répandue dans les médias locaux. En 24 heures, les mêmes personnes qui m'avaient condamné sur le poste de mon père ont commencé à écrire de nouveaux commentaires. C'est incroyable. Ses parents doivent être fiers. Elle fait ce que la plupart des gens ne font que dire. Pendant ce temps, les comptes de mes parents sont devenus complètement silencieux. L'ancienne publication a disparu. Pas d'excuses, pas de clarification. Je savais que l'article n'était pas venu d'eux. Il venait d'une journaliste qui m'avait brièvement interviewé lors de l'événement de lancement de la fondation. Je ne lui avais pas demandé d'écrire quoi que ce soit, mais peut-être que mon silence avait parlé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Pour la première fois, ils étaient forcés de me voir, non pas à travers leur propre récit, mais à travers les yeux du monde. Une semaine plus tard, j'ai appris par une connaissance d'Orléans que Romain avait officiellement déposé le bilan. Son magasin de sport avait fermé, sa deuxième maison saisie par la banque. Les gens disaient qu'il était retourné vivre chez mes parents et que la maison était de nouveau remplie de tensions. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté, pas partagé, pas jubilé. Je ne cherchais pas la vengeance. J'ai juste choisi le silence, parce que parfois, le silence est le son le plus fort qui soit. Parfois, ma mère envoyait encore de courts messages, me contactant de la même vieille manière. Notre famille traverse une période difficile où peux-tu me donner quelques conseils financiers ? Je les lisais, mais je ne répondais pas. Pas par colère, mais parce que je refusais de retourner à ce vieux rôle, celui de soutien émotionnel d'une famille qui ne m'avait jamais demandé ce dont j'avais besoin. Puis, un après-midi, alors que je travaillais dans les nouveaux bureaux de la Fondation Lumen à Montpellier, une vieille enveloppe beige a été livrée en main propre. Pas de timbre, pas d'expéditeur. Sur le devant, dans l'écriture familière et légèrement inclinée, 2 mots simples, Juliette. Je l'ai reconnu immédiatement, la douce inclinaison vers la droite, le léger tremblement dans chaque M. Maman. Je l'ai ouverte et j'ai lu lentement, ligne par ligne. Juliette, nous avons eu tort. Non pas parce que nous ne t'avons pas aidé, mais parce que nous n'avons pas compris que tu avais plus besoin d'amour que d'indépendance. Nous pensions que te laisser te débrouiller seul était la même chose que t'aimer. Mais en vérité, nous avons utilisé le silence pour justifier la négligence. Quand j'ai lu l'article sur ta bourse, je me suis sentie à la fois fière et honteuse. Je ne demande pas pardon. J'espère seulement qu'un jour tu comprendras que nous ne t'avons jamais détesté. Nous ne savions simplement pas comment t'aimer de la bonne manière. Quand j'ai fini de lire, je suis resté immobile un long moment. La lettre était courte, simple, mais contrairement à toutes les justifications que j'avais entendues de leur part auparavant. Pour la première fois, il n'y avait pas de la famille, c'est tout, pas de demande, pas de reproche, juste un aveu silencieux et tardif.
J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, juste à côté de la vieille carte de mariage que j'avais autrefois envoyée à Romain et qui disait « Je vous souhaite du bonheur ». 2 morceaux de papier, l'un d'un passé oublié, l'autre d'un présent rempli de conscience, posés côte à côte, comme 2 chapitres opposés de la même histoire. Je n'ai pas répondu par écrit, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'ai finalement compris que le silence peut être la seule façon de préserver la vérité d'un souvenir. Une réponse en ferait une négociation, et j'en avais fini de négocier. Dehors, le soleil du sud de la France s'inclinait à travers la vitre, répandant une lueur chaude sur mon bureau. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et je suis retourné au travail. En moi, il n'y avait plus de colère. Plus besoin de gagner. Seulement une paix tranquille. La paix de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être vu parce qu'elle sait enfin qu'elle brille par elle-même. Cet été-là à Montpellier était radieux, si lumineux qu'il semblait pouvoir effacer toutes les ombres du passé. Je me tenais dans le palais des congrès du centre-ville où la Fondation Lumen organisait sa toute première cérémonie de remise de bourse. Plus d'une centaine de personnes étaient là, étudiants, enseignants, sponsors, et au premier rang, j'ai vu Madame Leclerc. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, mais ses yeux portaient toujours cette même chaleur, la même façon dont elle m'avait regardé quand j'avais 16 ans et qu'elle avait dit « Juliette, tu n'as besoin de la permission de personne pour être brillante ». Quand l'animateur a annoncé le nom de la fondation, je suis monté sur scène. Ma voix a résonné dans le microphone, mais mon cœur était doux, calme. Après un bref discours, j'ai passé le micro à l'une des lauréates de cette année, une jeune fille de 17 ans nommée Léna, portant une robe simple et des baskets usées. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Je veux devenir quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour briller. La salle est devenue complètement silencieuse un instant. Je l'ai regardée, puis j'ai souri. Un vrai sourire, non forcé, sans peur, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment légère. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai finalement arrêté de regarder en arrière. Après la cérémonie, Madame Leclerc s'est approchée de moi et m'a prise dans une longue et chaleureuse étreinte. « Je suis fière de toi, Juliette », a-t-elle murmuré. « Mais plus que ça, je suis heureuse que tu n'aies plus besoin que quelqu'un d'autre soit fier pour toi. » J'ai souri et hoché la tête. Merci de m'avoir vu avant que je ne me voie moi-même. Dans les mois qui ont suivi, je me suis consacré à la fondation, lançant des programmes de mentorat, mettant en relation de jeunes femmes avec des entreprises de technologie, créant des espaces où elles pouvaient grandir sans s'excuser. Chaque matin, je me réveillais tôt, je faisais du café, j'ouvrais la fenêtre et je laissais la lumière du soleil inonder mon bureau. Tout semblait pareil, mais mon esprit était différent. Je ne pensais plus à Orléans avec colère, seulement avec une paix étrange et tranquille. Lors de ma dernière séance de thérapie, ma conseillère m'a demandé, « Juliette, quand vous regardez en arrière maintenant, que ressentez-vous » J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit, « Je ne les déteste plus. J'ai juste arrêté de les chercher. » Elle a souri doucement, griffonnant une note avant de dire une phrase que je n'oublierai jamais. Le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie simplement savoir quand lâcher prise. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un court email à ma mère. J'espère que papa et toi allez bien, mais je ne reviendrai pas. Je vis la vie que j'ai choisie, et pour la première fois, cela me semble suffisant. Je l'ai relu 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Pas de larmes, pas d'hésitation, juste le soulagement silencieux de poser une valise que j'avais portée pendant bien trop longtemps. Je suis sorti sur le balcon, regardant les lumières de Montpellier scintiller sur le lait, écoutant le faible bourdonnement du trafic au loin. Et dans ce moment de calme, j'ai su que j'étais enfin libre. 1 an plus tard, le soleil de l'après-midi se déversait sur Montpellier comme de l'or liquide. Je conduisais ma Porsche 911 rouge le long de la route du bord de mer, le vent s'insinuant dans mes cheveux, l'odeur des fleurs sauvages flottant dans la voiture. À côté de moi était assis Antoine, mon nouveau cofondateur à la fondation, et la personne qui avait tranquillement marché à mes côtés à travers tout cela. Il a ri alors que je prenais un virage un peu trop vite. « Tu conduis toujours de la même manière que le premier jour où je t'ai rencontré dans cette salle de conférence. » Rapide, précise et ne regardant jamais en arrière. J'ai souri. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Nous nous sommes arrêtés près de l'eau où le soleil couchant étendait son reflet sur la mer. Antoine s'est tourné vers moi, sa voix douce mais sincère. « Si tu pouvais retourner à cette remise de diplôme, les inviterais-tu » J'ai regardé les oiseaux planer au-dessus de l'eau scintillante et j'ai dit, « Pas besoin.
Je peux organiser ma propre remise de diplôme n'importe quand, chaque fois que je surmonte quelque chose qui me faisait mal. Il a hoché la tête en silence. Nous sommes restés assis là en silence, écoutant le vent, les douces ondulations de l'eau, et cette voix familière à l'intérieur, le son de la paix que je pensais ne jamais connaître. Plus tard dans la soirée, je me suis rendu au centre social des Beaux-Arts, où une nouvelle plaque brillait sous la lumière déclinante. Le laboratoire de sciences Leclerc, offert par Juliette Cartier. J'ai arrêté la voiture et je suis resté immobile devant le bâtiment. À travers les vitres, je pouvais voir des enfants à l'intérieur, leurs visages illuminés par la lumière des écrans d'ordinateur alors qu'ils tapaient leur toute première ligne de code. Une petite fille aux cheveux bouclés a levé les yeux, a croisé mon regard à travers la fenêtre, a souri, puis a fait un signe de la main. La lumière du soleil se reflétait sur la vitre, et pendant un bref instant, mon reflet s'est superposé au sien, une version plus calme et plus complète de moi-même. Je suis entré, j'ai salué le personnel et j'ai visité la salle de classe, des rangées d'ordinateurs bien alignés, des affiches de femmes scientifiques couvrant les murs. Ada Lovelace, Marie Curie, Grace Hopper. J'ai vu ma propre silhouette parmi elles, non pas à cause du génie, mais à cause d'une vérité partagée. Chacune d'entre nous avait un jour été sous-estimée, et pourtant aucune d'entre nous n'a disparu. Quand le cours des enfants s'est terminé, je me suis assise sur un banc à l'extérieur, regardant le soleil plonger lentement derrière les bâtiments lointains. Mon esprit a dérivé à travers chaque chapitre. L'appartement humide de Lyon, les sièges de remise de diplôme vides à Orléans, la voiture rouge roulant sur l'autoroute du retour. Chaque étape avait été une leçon, et la dernière était celle-ci, vous n'avez besoin de personne d'autre pour confirmer votre valeur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dernier message que ma mère m'ait jamais envoyé. Nous ne savions simplement pas comment t'aimer de la bonne manière. Je ne l'ai pas effacé. Je l'ai gardé non pas comme un souvenir, mais comme un rappel que l'amour, lorsqu'il est mal compris, peut blesser aussi profondément que la négligence. Mais maintenant, je savais enfin comment m'aimer de la bonne manière. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine, qui prenait des photos des enfants alors qu'ils riaient et rangeaient leur sac à dos. Il m'a regardé et a demandé, « Comment te sens-tu » J'ai souri doucement. Comme si je regardais une version plus petite de moi-même, ai-je dit. Sauf que cette fois, elle n'est pas seule. Elle a quelqu'un qui se tient derrière elle. Le ciel est devenu violet. Je me suis levé, jetant un dernier regard au bâtiment. Les mots au laboratoire de sciences Leclerc brillaient contre le coucher de soleil, brillant comme un phare pour la prochaine génération. J'ai pensé à mes parents. Pas de colère, pas de désir, juste un murmure silencieux à l'intérieur. Merci de ne pas être venu à cette remise de diplôme, car si vous l'aviez fait, je n'aurais peut-être jamais appris à me tenir debout toute seule. Je suis retourné à la voiture et j'ai démarré le moteur. La Porsche a pris vie, son ronronnement bas, stable, chaud, se fondant dans le rythme de la ville qui s'endormait. J'ai traversé des rues baignées de lumière, sur le pont, le vent tourbillonnant autour de moi comme une chanson que je connaissais enfin par cœur. Et quelque part à l'intérieur, une voix s'est élevée, non pas pour terminer l'histoire, mais pour la clore doucement, comme la note finale d'une longue chanson. Ils ont manqué ma remise de diplôme une fois. Mais cette absence m'a appris la vérité la plus importante de toutes. Personne ne pourra plus jamais me manquer, car c'est moi qui me vois en premier.